au début du XVIIe siècle. Il y a eu un grand incendie qui a détruit l'église au début du XVIIe siècle. Elle a été reconstruite et dès les années 1625-1630, la présence d'un orgue est attestée dans l'église. Donc, en fait, on sait plus exactement que vers 1627, il y a un instrument dans l'église qui ne se trouve pas du tout à cet endroit, mais qui se trouve sur un jubé. Il y avait un jubé là qui était à droite du chœur, légèrement, je crois, en diagonale, et qui servait, comme tous les jubés d'après le Concile de Trente, qui servait à la liturgie pour lire l'épître et lire l'évangile. Il y avait un côté de l'épître, un côté de l'évangile, et cet orgue était donc un orgue de jubé. Il y a certains orgues comme ça qui étaient installés sur des jubés. On sait que ce jubé était en bois, du même bois que les boiseries du jubé ont disparu, mais l'instrument est demeuré sur ce jubé pendant tout le XVIIe siècle. Alors, l'histoire de la Franche-Comté au XVIIe siècle, ça a été très, très mouvementé, c'est le moins qu'on puisse dire. Guerre de 10 ans, les conséquences latérales, plus que latérales, de la guerre de 30 ans, et puis après les guerres de Louis XIV pour conquérir la Franche-Comté. Ça se termine en 1678 quand même, tout le XVIIe siècle. Donc l'orgue est sur ce jubé, il est essentiellement utilisé pour la liturgie, bien sûr, que pour la liturgie. Donc sa situation lui permet d'accompagner les prêtres qui se trouvaient dans le chœur. Je dis bien les prêtres, car il y avait ce qu'on appelle une familiarité de prêtres. Il y avait plusieurs prêtres, il y en a une bonne dizaine à Orgelet qui vivaient et qui se partageaient la liturgie. C'était une paroisse importante. Orgelet était un bailliage, c'était une ville très importante. Et l'orgue va donc accompagner la liturgie pendant tout le XVIIe siècle. Il va aussi être le témoin des violences de la guerre. Alors, on ne savait pas qui était l'auteur de cet instrument, parce qu'en raison des guerres, tout avait été détruit. L'église Orgelet a été prise plusieurs fois, pillée, brûlée, reconstruite. L'église a souffert également, et tous les papiers ont disparu. Et c'est très récemment qu'on a su, par un musicologue archiviste, qu'à Orgelet était passé, en 1627, très précisément, un facteur d'orgue champenois, originaire de Troyes, qui était à Orgelet en 1627. Alors, on peut se dire, 1627, un facteur d'orgue à Orgelet à cette époque-là, c'était quand même, surtout que l'église venait d'être reconstruite, et on sait que ce facteur d'orgue s'appelait Jean de Herville, avec un H, Hervé, il faisait le, Jean de Herville, qu'il était un jeune facteur d'orgue originaire de Troyes, qu'il était un disciple des facteurs d'orgue flamands, comme c'était souvent le cas pour les facteurs d'orgue français du début du XVIIe siècle. L'école de facture d'orgue française est directement liée à la facture d'orgue flamande, qui était la grande école de facture d'orgue en Europe. Et ce facteur d'orgue vient s'installer à Beaune. Il est jeune, il vient s'installer à Beaune, et là, il va construire un certain nombre d'instruments, très peu, malheureusement, parce qu'il mourra très jeune, à 30 et quelques années, à Beaune. Il va faire l'orgue de Beaune, de la collégiale de Beaune. Il va faire un orgue à Tournu, il va faire l'orgue de Tournu, dont on voit encore le buffet aujourd'hui, Saint-Philibert. Il va faire un orgue à Louhans, en Saône-et-Loire. Cet orgue a disparu, on suppose, pendant la Révolution française. Et puis, l'orgue d'Orgelet. Ça, on le sait depuis peu de temps. Donc, cet instrument est celui que vous voyez. C'est un instrument modeste, quand même. Mais le buffet est le buffet d'origine. Et plus que ça, on va en parler après, les tuyaux, pour une très grande partie, sont les tuyaux d'origine. Donc, l'orgue est sur le jubé. On se bat à Orgelet. On se bat dans l'église. Très violemment, en particulier lors de la dernière guerre de Louis XIV, la guerre de Hollande. En 1674, les Français, puisqu'on parlait des Français, mais ici ça n'était pas français, les Français
par une trahison, réussissent à s'introduire dans la ville, qui était une ville fortifiée, réussissent à payer quelqu'un pour se faire ouvrir les portes. Ils sont découverts par la garnison franc-comtoise et ils se réfugient dans l'église. Et on se bat dans l'église. Alors les Français essayent de débusquer les francs-comtois. Les francs-comtois se réfugient derrière l'orgue, donc sur le jubé. Donc ils sont à un poste en hauteur où ils peuvent canarder les Français. Et les Français se disent bon, on va tirer sur l'orgue pour les faire sortir. Ils vont sortir, c'est grave erreur, parce que les francs-comtois ne sortent pas facilement. Et donc l'orgue va être mitraillé. Et il y a encore des traces sur les tuyaux, vous verrez quand on montrera, il y a des traces de mitraille sur les tuyaux de façade. Bernard Aubertin, le facteur d'orgue qui a restauré cet instrument en 1987, a trouvé dans l'instrument de la mitraille, venant de mousquets et de fusils de l'époque, mais en grande quantité. Hein. Et il m'a dit, là, ça a dû chauffer, quand même, parce que... Enfin, le résultat est qu'il est double, il y a un résultat politique, on évite la résistance des Francs-Comtois. Louis XIV va récupérer la Franche-Comté, la Franche-Comté ne sera plus franche, et va découvrir le bonheur des impôts, qu'elle ne connaissait pas grâce aux Habsbourg. Et puis l'orgue va être endommagé, parce que, non pas pour les tuyaux, mais pour les soufflets. Les soufflets, qui sont fragiles puisqu'ils sont faits de bois et de peau, sont crevés, où il y en a un, je crois, qui est percé, et un orgue avec un seul soufflet, ça marche, comme dirait Bourvil, beaucoup moins bien. Donc, cet instrument va être plus ou moins muet, je dis plus ou moins, on suppose qu'il a dû quand même continuer à fonctionner, mais très mal, et de façon très, très désagréable, le son ne devait pas être merveilleux, pendant 50 ans. Pendant 50 ans, cet instrument ne sera pas réparé. Et il faudra attendre 1725 pour qu'on songe à le réparer. Alors, entre-temps, le jubé n'est plus utilisé pour la liturgie. Le jubé, la liturgie qui était celle du Concile de Trente, c'est-à-dire qui datait de la fin du XVIe siècle, qui était une liturgie, je dirais, la contre-réforme, une liturgie de combat, jésuite, etc. 1725, on ne s'intéresse plus tellement à ça, c'est la Régence. Bon. Et donc le jubé, on décide de le déposer. On décide de le déposer et on se dit, qu'est-ce qu'on fait de l'orgue? Et à ce moment-là, on fait appel à un facteur d'orgue, alors lui, bien connu, qui s'appelle Marin Carouge, qui est le fils d'un des facteurs d'orgue du roi, Jacques Carouge, qui a contribué à refaire l'orgue de Notre-Dame de Paris à l'époque. C'est un grand facteur d'orgue. Et son fils s'installe en Franche-Comté, s'installe à Ornans. Et il va rayonner, si je puis dire, dans la région, et il va être l'auteur d'un certain nombre d'instruments dans la région, mais aussi un peu plus loin. Alors dans la région, il est l'auteur de l'orgue d'Arbois, qui existe toujours. Il est l'auteur de l'orgue de Champagnole, qui existe toujours. Il est un peu plus loin, il est l'auteur de l'orgue de Salins, Saint-Anatoile de Salins, qui est un orgue qui devrait normalement être restauré. Et puis là, il est l'auteur d'un instrument très important, qui est l'orgue de la Chaise-Dieu en Auvergne, dont on voit toujours le magnifique buffet, mais dont il ne reste pas grand-chose d'original. Et puis il fait un orgue à Périgueux également, donc il était appelé quand même assez loin, dans une église de Périgueux, l'église de la Cité. Donc Carouge vient ici, il voit cet orgue, évidemment on lui dit le jubé va être déposé, il dit très bien, ça m'arrange, et il dit je vais le mettre là, parce que là ça va sonner. Parce qu'on peut supposer que quand l'orgue était là-bas, vu la configuration, le transept, le son devait tourner, et puis de toute manière, c'était pas fait pour faire plaisir aux fidèles, c'est un orgue liturgique, les gens, il n'y avait pas de concert d'orgue en 1627, il y avait d'autres soucis, et même plus tard, on venait à l'office, c'est tout, il n'y avait même pas de banc, il y avait de la paille par terre, les gens étaient debout, à genoux, et puis les notables, eux, étaient dans les galeries, à l'aise, et ne se mélangeant pas, bien sûr, au peuple. Voilà. Donc,
il transporte l'instrument ici, où il va demeurer jusqu'à aujourd'hui, ayant sans doute constaté que l'acoustique est magnifique parce que le son va partir tout droit, hein, et donc va remplir l'église. Et vous allez voir que cet orgue remplit l'église, en dépit de sa taille modeste quand même. Et il va procéder à un certain nombre de réparations. Alors, première réparation, c'est les soufflets, bien sûr. Donc, il change les soufflets, ce qui va permettre alors de parler correctement. Et puis, il s'intéresse à ce qu'il y a dans l'instrument. Et là, il trouve tous les tuyaux de Jean de Herville. Et, alors, scrupule quand même admirable, hein, qui n'est pas étonnant pour l'époque, il décide de les garder. C'est-à-dire, il considère qu'ils sont de telle qualité et ils sont en bon état, donc il les conserve. Il va simplement ajouter d'autres choses de son cru. Il va changer le clavier, il va agrandir un tout petit peu le buffet d'orgue d'un pied, c'est-à-dire une trentaine de centimètres, de façon à loger quelques jeux supplémentaires, on verra tout à l'heure. Et puis là, on a tous les papiers, on a le devis, on a le cahier des charges, on a la réception de l'instrument, on a tous les papiers, enfin ils sont aux archives de Saunier. Et là, on a le prix, enfin ça a coûté assez cher d'ailleurs, hein, mais il y avait de l'argent apparemment. Et là, l'instrument, 1725, repart pour une nouvelle vie. Alors une nouvelle vie qui sera beaucoup plus calme, parce que le XVIIIe siècle est quand même, enfin calme, très calme en tout cas, à l'intérieur du territoire. Et l'instrument va assurer un service pendant tout le XVIIIe siècle, jusqu'à la Révolution française, qui aurait pu coûter très cher à l'instrument, car on sait que pendant la Révolution, en particulier pendant la période de la Convention montagnarde, la France est en guerre avec l'Europe. Il y a ce qu'on appelle le décret des réquisitions, c'est-à-dire que la Convention fait voter un décret qui dit on récupère tout le métal possible pour les munitions, pour les balles, etc. Hein, priorité, guerre aux frontières, patrie en danger. Et là, évidemment, les orgues, ils sont en première ligne, c'est-à-dire que les orgues, des tuyaux, là, hop, hein, en plus, déchristianisation, le culte est supprimé, donc on se dit pourquoi faire. Donc à ce moment-là, il y a beaucoup d'instruments qui vont disparaître pendant la Révolution, qui vont être sérieusement endommagés. Alors Orgelet n'est pas dans cette situation, par bonheur, et alors on suppose, on ne le sait pas, mais on suppose, alors il y avait un organiste. Orgelet était de tendance plutôt girondine, hein, et non pas montagnarde, était relativement modéré, mais le gouvernement central de Paris, c'est la Convention montagnarde. Hein. Et donc il y a des directives, et pourtant, l'orgue ne sera pas touché, du tout. On suppose que l'organiste, alors soit était très diplomate, soit était lui-même révolutionnaire, soit, troisième hypothèse, pour montrer sa bonne volonté républicaine de ci-devant, joue ce qu'il faut jouer, c'est-à-dire Marseillaise, Chant du départ, Carmagnole, etc. Car l'Église devient, dans un premier temps, grenier à foin, dans un deuxième temps, temple de la raison, donc il y a un culte, et puis, je dirais, en même temps, est un lieu de réunion politique. C'est-à-dire que toutes les réunions des comités révolutionnaires se font dans l'Église. Et on chante. On chante beaucoup. Et on suppose que l'organiste a dû accompagner tout ça, puisqu'il y a un orgue. Vous voyez, là, c'est quand même beaucoup de chance, et c'est quand même très émouvant de penser que cet instrument a été le témoin de tout ça. Avant, il était témoin de beaucoup de choses. Donc l'orgue traverse la Révolution sans encombre. Entre-temps, vers 1750, un facteur suisse vient pour procéder à quelques petites réparations, dépoussiérage, etc. Et rajoute un petit pédalier, que vous verrez, mais qui n'est pas un pédalier indépendant, enfin je vous expliquerai tout à l'heure la tribune. Donc la Révolution passe, l'instrument continue à être utilisé, mais le XIXe siècle va se passer beaucoup moins bien, car les modes changent, l'esthétique musicale change, l'esthétique des instruments change, on est en période romantique, puis
la musique symphonique. Et là, évidemment, ce genre d'instrument paraît complètement incongru, paraît complètement dépassé, obsolète. Bon, on se dit, qu'est-ce que c'est que ces sonorités? On ne joue plus la musique baroque, bien entendu, et donc l'instrument apparaît totalement incongru. Donc, on fait appel à des facteurs vers 1856 qui viennent pour nettoyer, pour accorder, peut-être pour réparer, et puis qui décident de procéder à quelques changements. Alors ils jettent le clavier de Marin Carouge, le remplacent par un clavier de piano, ils changent, ils jettent des jeux de Carouge, en particulier la voix humaine, dont le son doit les agacer prodigieusement, et ils la jettent. Donc il y aura quelques petites transformations, mais l'essentiel de l'instrument, c'est-à-dire toute la partie, je dirais, XVIIe siècle, abîmée, va rester. Beaucoup des jeux du Marin Carouge vont rester, le cornet en particulier. Bon. Et l'orgue va se détériorer, faute d'entretien, faute d'intérêt. Comme ça, petit à petit, il va se délabrer, mais alors se délabrer comme il faut. Au XXe siècle, il faudra attendre les années 30 pour qu'on installe un moteur pour faire marcher les soufflets, car ils étaient manipulés à la main, bien entendu. Donc c'est la seule chose qui se transforme, mais on ne s'intéresse pas à l'instrument lui-même. Après la guerre, on fait classer le buffet, parce que quand même, il y a un intérêt, même si ce buffet a été peint d'une épouvantable couleur marron au XIXe siècle, enfin bon, on en distingue mal les beautés. Donc dans les années 50, le buffet est classé monument historique, mais l'orgue lui-même non. Et il faudra attendre les années 80 pour que Michel Chapuis, grand organiste s'il en est, professeur au Conservatoire de Paris, titulaire de l'ordre de la Chapelle Royale, de Versailles, jurassien de Dole, grand amoureux de l'orgue ancien et qui a tant fait pour la renaissance des orgues anciens en France dans les années 60. Michel Chapuis, qui est donc un voisin, vient, connaît cet instrument et il est, à l'époque, membre de la commission des orgues historiques du ministère de la Culture. Et donc, il est expert. Et il vient voir l'orgue et il rentre à l'intérieur et il découvre, il dit, mais il y a une quantité de tuyaux du XVIIe siècle qu'il faut sauver avant qu'il ne soit trop tard. Et donc, il fait inscrire l'instrument à l'inventaire des monuments historiques et l'instrument est classé. Et à partir de là, alors non seulement on ne peut plus, je dirais, toucher, changer quoi que ce soit, mais surtout on peut le restaurer. Donc, appel d'offres est fait. C'est Bernard Aubertin, facteur d'orgue installé, lorrain, mais installé à Courtefontaine, dans le nord du département. C'est Bernard Aubertin qui est chargé de la restauration. Alors, cahier des charges, retrouver l'instrument de 1725. Pas avant, bien sûr, parce que 1725 c'est important, il y a quand même tous les tuyaux de Carouge. Donc, il va débarrasser tout ce qui n'est pas historique, c'est-à-dire tout ce qui est post-1725. Il va débarrasser l'instrument de ces jeux qui n'ont rien à voir. Il va refaire des soufflets, car les soufflets de Carouge, eux aussi, avaient été bazardés au XIXe siècle. Il va restaurer, nettoyer méticuleusement tous les tuyaux du XVIIe siècle, et ils étaient dans un état épouvantable. Bon, j'en ai souvent parlé avec lui, il m'a dit, tu ne peux pas t'imaginer l'état dans lequel étaient ces tuyaux de 1627. Il y en a qui étaient près de tomber en poussière, parce qu'il y a du bois, mais il y a du plomb. Ils étaient malades, ils étaient abîmés, il y avait des déjections d'oiseaux, de chauves-souris, etc. Enfin, c'était une catastrophe. Cet instrument était en perdition. Il va littéralement le sauver, le remettre au tempérament ancien, et il va refaire le seul jeu qui manquait de Carouge, c'est-à-dire la voix humaine qui avait été jetée. Il va refaire une voix humaine, donc neuve, mais copiée sur la voix humaine de Carouge qui se trouve dans l'instrument d'Arbois, dans l'église d'Arbois. Et en 1987, l'instrument, après un an de restauration, l'instrument est ramené dans l'église et est inauguré par Michel Chapuis, ici.
Voilà, alors moi, j'arrive ici en 1988, alors je trouve pratiquement cet orgue sur un plateau, il n'y a pas d'organiste, hein, curieusement, personne ne joue, donc c'est un instrument qui a été restauré pour le plaisir, si on peut dire, mais ça a coûté très cher quand même, hein, parce que ça coûte très cher. Et donc, je me propose, parce que je viens de me réinstaller dans la région, je connais l'existence de l'instrument, je sais qu'il a été restauré, je viens le voir, je suis stupéfait par ce que j'entends, parce que c'est une restauration magnifique, et on me propose de jouer, puis ensuite la municipalité me nomme titulaire et conservateur de l'instrument, donc ça fait 30 ans que je joue ici, et que, avec un bonheur renouvelé chaque jour. Pour moi, c'est une merveille, cet instrument. Donc, voilà l'histoire mouvementée de cet instrument. Alors, qui est le plus ancien de Franche-Comté? L'autre étant Pem, nom de Dole, mais moins intéressant, parce que plus composite, enfin, il y a moins de choses, je dirais, anciennes, mais en termes de dimension, c'est la même chose. C'est le plus ancien de toute la Franche-Comté. On a vu que c'était un témoin historique extraordinaire, parce qu'il a quand même, il a été témoin de l'histoire de la Franche-Comté et de 18e. S'il pouvait parler, hein, ce serait extraordinaire. Hein, bon, voilà. Et puis, c'est un des plus anciens de France. En France, il y a 2 ou 3 instruments aussi anciens qu'Orgelet. Je dirais aussi anciens et conservés, intacts. Donc voilà l'histoire de cet instrument. L'église va être restaurée, quant à elle, en 1994. Alors on peut dire qu'on a mis un peu la charrue avant les bœufs, mais il fallait restaurer l'orgue. Ça, c'était une urgence absolue, parce qu'on aurait attendu 1 an ou 2 ans de plus, il y avait des choses qui étaient perdues. En particulier certains jeux, comme la flûte, vous entendrez, qui est une merveille, qui est d'une beauté à pleurer. Elle était en train de tomber en poussière. Moi, Aubertin m'a dit, quand j'ai amené la flûte, on a mis la flûte, les tuyaux sur l'établi pour travailler, les autres de la manufacture lui ont dit, tu peux restaurer ça, c'est pas possible. Il dit, si, parce que souffler dans quelques tuyaux, il dit, écoute ça. Voilà. Donc voilà, il a eu l'instinct, l'intuition, je dirais le génie voilà. Donc, un des plus anciens de France, et une taille modeste, il surprend, mais dans une église qui est quand même très grande, et vous allez voir que ça remplit toute l'église, mais toute l'église. C'est un instrument qui a une puissance et d'une plénitude extraordinaire. Donc voilà pour l'histoire de cet instrument, qui fait partie de l'ensemble, je dirais, assez homogène du XVIIe siècle que vous avez ici, c'est-à-dire le maître-autel, là-bas derrière, hein, qui est de la même époque que l'orgue, le Christ sur l'apôtre de gloire, le Christ qui est de la même époque que l'orgue, et le lutrin des Habsbourg, qui est XVIIe siècle aussi. Donc vous avez un ensemble. Il y a une chaire aussi, il y avait une chaire Louis XIII, qui est entreposée quelque part à Orgelet, mais qui devrait être restaurée, mais ça coûte très cher, et qui est du même bois que l'orgue. Donc on suppose qu'elle a été faite peut-être par le même menuisier, le même ébéniste, on ne sait pas, mais en tout cas c'est le même style